Ma belle-mère m'a jeté un manteau de fourrure comme à une servante, accroche-le et ne reste pas dans le chemin. Au dîner, elle a continué sur sa lancée, les salades, le canard est sec, et la belle-fille est médiocre. J'ai répondu avec seulement 2 mots et elle a quitté l'appartement en trombe, si vite qu'elle a oublié de mettre ses bottes. Ma belle-mère voulait me marquer au fer rouge. La veille de Noël, elle m'a plutôt donné l'arme parfaite. L'angoisse commence au creux de mon estomac, un serpent froid qui s'enroule chaque fois que nous tournons dans la rue de ses parents. C'est une rue ridicule, bordée d'imposants manoirs de style Tudor qui semblent tous vous juger de ne pas être un baron du chemin de fer du 19e siècle. Mon mari, Marc, ne semble jamais le remarquer. Il fredonne en suivant la radio, une main nonchalamment posée sur le volant, complètement inconscient de la crise de hurlements muets qui se déroule dans ma tête. Ce soir-là, c'était pire. C'était la fête annuelle de la veille de Noël. Pas seulement une fête, la fête. Et les Lanard, ma belle-mère, l'avait planifiée pendant 6 mois. C'était son Super Bowl personnel, et nous n'étions que des joueurs sur son terrain méticuleusement agencé. Pendant des semaines, Marc avait minimisé mon anxiété. Maman est juste exigeante, disait-il en haussant les épaules. Elle veut juste que tout soit parfait. Ne le prends pas personnellement. Ne le prends pas personnellement. C'était le mantra de Marc pour sa mère. Ne le prends pas personnellement quand elle oublie que je suis végétarienne et sert un repas de 5 plats où chaque mets est centré sur la viande. Ne le prends pas personnellement quand elle me présente à ses amis comme « le petit projet de Marc ». Ne le prends pas personnellement quand elle m'offre un abonnement à la salle de sport pour mon anniversaire avec une note disant « La santé, c'est la richesse, ma chère ». J'avais essayé de ne pas le prendre personnellement pendant 5 ans, et tout ce que j'y avais gagné, c'était un ressentiment bouillonnant et un très bon « poker face ». Ce soir, pensais-je, serait différent. J'avais dépensé une fortune pour une robe en velours émeraude profond, à la fois élégante et festive. Mes cheveux étaient coiffés par un professionnel, mon maquillage subtil mais impeccable. J'étais armé pour la bataille. J'étais déterminé à être si parfaitement posée, si charmante, si irréprochablement appropriée, qu'Hélène Lanard n'aurait d'autre choix que de m'accepter enfin, ou du moins de ne pas m'humilier activement devant tout son cercle social. Quelle idiote j'étais. Marc gara la voiture, me serra la main et dit « Prête, championne ?» Il souriait, pendant une seconde, mon cœur fondit. Je l'aime tellement que ça me fait parfois physiquement mal. Il est gentil, drôle et voit le meilleur en chacun. Un trait qui est à la fois sa plus grande force et, quand il s'agit de sa mère, ma plus grande source de frustration. Dès que la porte d'entrée s'ouvrit, l'agression des sens commença. L'odeur écrasante des aiguilles de pin et de parfum cher. Le scintillement aveuglant d'un millier de guirlandes lumineuses sur un sapin définitivement trop grand pour la pièce et le bourdonnement bas et satisfait de gens riches échangeant des banalités. Et là, au centre de tout cela, se tenait la reine elle-même, Hélène Lanard. Elle était une vision en blanc d'hiver, une robe en cachemire qui coûtait probablement plus cher que ma voiture, des diamants scintillant à sa gorge et à ses oreilles. Elle glissa vers nous, son sourire aussi brillant et froid que les bijoux qu'elle portait. « Marc, chéri, tu es là. » Elle lui baisa la joue, y laissant une parfaite empreinte de rouge à lèvres rose pâle. Puis ses yeux se posèrent sur moi. Ils effectuèrent un balayage lent et délibéré de mes cheveux coiffés par un professionnel jusqu'au bout de mes talons neufs. C'était le genre de regard qui vous donne l'impression d'avoir été passé au rayon X, pesée et jugée insuffisante. « Sarah, dit-elle, sa voix une mélodie douce et fraîche. Cette robe est certainement d'une couleur. » Avant même que je puisse formuler une réponse, on sonna de nouveau à la porte. Le visage d'Hélène Lanard s'illumina d'une chaleur sincère pour la première fois. Oh, ça doit être Béatatrice, ma sœur. Elle se tourna, son attention déjà ailleurs, me laissant maladroitement planté dans le vestibule. Marc fut immédiatement englouti par une meute d'amis de golf de son père, qui lui tapait dans le dos et lui tendait un verre de scotch. J'étais une île. Hélène Lanard ouvrit la porte à une femme qui était essentiellement une version plus âgée et plus glaciale d'elle-même. Elles s'embrassèrent dans l'air, puis Béatatrice commença le processus théâtral de se débarrasser d'un énorme manteau de fourrure brun foncé. Il avait l'air lourd, ostentatoire et incroyablement vrai. C'était le genre de manteau qui avait probablement vécu une vie plus heureuse en tant que famille de Vison. Hélène Lanard prit le manteau de sa sœur, le tenant un instant. Ses yeux parcoururent la pièce bondée, dépassant les domestiques engagés qui circulaient avec des plateaux de champagne, dépassant son propre mari, dépassant son fils. Son regard se posa carrément sur moi.
Je me tenais à environ 3 mètres, essayant de paraître à ma place. Un sourire poli plaqué sur mon visage. Elle fit 2 pas dans ma direction, un regard étrange et calculateur dans les yeux. Le faible bourdonnement de la conversation sembla s'estomper en arrière-plan. Pendant une seconde, je pensais qu'elle allait me demander de servir un verre à sa sœur, mais elle ne dit pas un mot. Au lieu de cela, elle tint l'énorme manteau de fourrure par le col et, d'un coup de poignet, elle me le lança. Ce n'était pas une transmission. Ce n'était pas une passe douce. Elle l'a jeté. Le lourd vêtement me frappa à la poitrine avec un bruit sourd, m'obligeant à reculer d'un pas pour l'attraper. Le manteau était étonnamment lourd, son poids un fardeau soudain et choquant dans mes bras. La pièce n'était pas devenue silencieuse, mais mon monde, si. Tout ce que j'entendais, c'était le sang qui battait à mes oreilles. Je levai les yeux vers elle, la bouche légèrement ouverte, l'esprit complètement vide de choc. Et Eleanor ne scia même pas. Elle me regarda de façon transparente, sa voix tranchant l'air, assez fort pour que tout le monde à proximité puisse entendre clairement. Accroche ça, veux-tu, et puis trouve-toi un coin tranquille. Nous avons des invités importants qui arrivent. Essaie de ne pas être dans le chemin, la fourrure était douce et écœurante contre ma peau. Elle sentait vaguement le Chanel numéro 5 et l'indifférence froide. Ces mots flottaient dans l'air, épais et venimeux. Accroche ça. Reste à l'écart. Elle ne m'avait pas seulement demandé de faire quelque chose. Elle m'avait congédié. D'un geste fluide, devant 20 de ses amis et membres de sa famille les plus proches, elle m'avait transformé en employé de maison. Mon cœur martelait contre mes côtes, un oiseau frénétique piégé dans une cage. Je regardais Marc, mon mari, l'homme qui était censé être mon partenaire, mon défenseur. Il se tenait près de la cheminée, un verre de scotch à la main, et il avait tout vu. Il offrit juste un faible sourire d'excuse, un plaidoyer silencieux pour que je suive le mouvement, pour que je ne fasse pas de scène. Et à ce moment-là, avec le poids de cet animal mort dans mes bras et le regard collectif d'une douzaine d'étrangers sur mon dos, je réalisais quelque chose de froid et de terrifiant. J'étais complètement et totalement seul. Pendant quelques secondes, je ne pus bouger. Mes bras étaient verrouillés, serrant le lourd manteau étrangement chaud contre ma poitrine. Le monde extérieur à ma bulle d'humiliation continuait. Des verres s'entrechoquaient. Des rires éclatèrent depuis le salon, mais dans le vestibule, une petite poche de silence s'était formée autour de moi. Je pouvais sentir le poids d'une douzaine de paires d'yeux, certains curieux, d'autres apitoyés, certains, j'en étais sûr, s'amusant avec suffisance. Je risquai un regard vers la sœur d'Eleanor, Béatatrice. Elle me regardait avec une expression de léger dégoût, comme si j'étais une tache sur le tapis par ailleurs immaculé. Mon regard revint sur Marc. Il se tenait figé près de la cheminée, son verre à mi-chemin de ses lèvres. Ses yeux rencontrèrent les miens à travers la pièce, et le regard qu'il contenait me brisa le cœur une fois de plus. Ce n'était pas de la colère en ma faveur. Ce n'était pas de la défiance. C'était un regard pathétique, suppliant. Fais-le, Sarah. Ne fais pas de scène, s'il te plaît. Il me demandait d'avaler ma propre dignité tout rond, de l'étouffer pour ne pas avoir à se sentir mal à l'aise pendant 5 minutes. Quelque chose en moi, une petite flamme d'amour-propre que je croyais éteinte depuis longtemps, vacilla. Elle brûla, chaude et féroce. Je voulais laisser tomber le manteau. Je voulais le laisser choir sur le parquet poli comme la chose morte qu'il était. Je voulais regarder Eleanor en face, son visage parfaitement maquillé, et lui dire exactement où elle pouvait accrocher elle-même le manteau de sa sœur. Les mots étaient sur le bout de ma langue, un torrent amer et satisfaisant. Mais je vis le sourire triomphant qui se formait déjà sur ses lèvres. Elle l'attendait. Elle me provoquait. Une explosion ne ferait que lui donner raison. Que j'étais la petite fille déséquilibrée et inappropriée qui n'avait pas sa place dans son monde parfait. Elle serait l'hôtesse gracieuse et je serais l'hystérique qui gâche la fête. Je perdrais. Tout le monde prendrait son parti. Marc passerait le trajet de retour en voiture à me dire que j'avais surréagi. Non, je ne lui donnerais pas cette satisfaction. Prenant une lente et délibérée inspiration, je desserrai ma mâchoire. Je lissai la fourrure d'une main, un geste de fausse révérence. Puis je me tournai, sans regarder personne, et me dirigeai vers le vestiaire près du hall principal. Chaque pas était comme si je marchais dans du goudron. Je sentais le regard collectif de la pièce sur mon dos, une pression physique. J'étais la servante obéissant consciencieusement à mes ordres. La honte était si intense qu'elle ressemblait à une fièvre.
Le vestiaire était petit et, heureusement, vide, rempli de l'odeur de la laine, du cuir et de l'air froid de la nuit. Je trouvai un cintre rembourré et, avec soin, presque tendrement, j'y glissai le manteau de fourrure. Je passai ma main une dernière fois sur la manche. C'était obscène, vraiment, un monument à la vanité. Je l'accrochai entre le pardessus en cachemire d'un homme et le blazer à paillettes d'une femme. Il semblait être à sa place. Moi, en revanche, non. Je restai là un long moment, respirant simplement dans le calme. J'aperçus mon reflet dans le petit miroir de la coiffeuse sur le mur, la robe émeraude, les cheveux parfaits, le maquillage soigneusement appliqué. Tout cela n'était qu'un costume raté. En dessous, mes yeux étaient écarquillés par une blessure si profonde qu'elle semblait ancienne. La femme qui me regardait était une idiote. Une femme qui continuait d'espérer un résultat différent de la même cruauté prévisible. Une femme qui pensait que son mari la choisirait un jour plutôt que de maintenir la paix avec sa mère. La colère froide d'avant commença à se solidifier en autre chose, quelque chose de dur et de clair. Une résolution. Je poussai la porte du vestiaire et retournai à la fête. L'énergie avait changé. Les gens ne me fixaient plus. Elena riait avec un groupe de femmes. Elle me tournait le dos. L'incident était terminé, oublié de tous sauf de moi. Je cherchais Marc du regard dans la pièce. Il était là où je l'avais laissé. Mais maintenant, il parlait à son père, l'air anxieux. Il me vit et commença à se diriger vers moi, son visage un masque de soulagement tendu. Il pensait clairement que j'avais bien géré la situation. Et la crise était évitée. Je le rejoignis à mi-chemin, l'arrêtant près du grand escalier où nous avions un semblant d'intimité. « Ne le fais pas, dis-je, ma voix dangereusement calme. » Il s'arrêta, confus. « Ne pas faire quoi, Sarah ? J'allais justement te trouver. Je suis désolé pour ça. Maman était. N'ose même pas lui trouver une excuse. Je le coupai, les mots vifs et bas. Je ne te demande pas d'excuses, Marc. Je te demande si tu as vu ce qu'elle a fait. Il grimaça, passant une main dans ses cheveux. Ouais, j'ai vu. Écoute, ce n'était pas génial. Je sais, mais tu sais comment elle est. Stressée, essayant d'impressionner sa sœur. Ce n'est pas à propos de toi, vraiment. Ce n'est pas à propos de toi. Les 4 mots qu'il utilisait toujours pour effacer mes sentiments. Elle m'a jeté un manteau dessus, murmurai-je, la réalité de la chose me stupéfiant encore. Elle me l'a jeté dessus comme si j'étais un chien et m'a dit de rester à l'écart. Ta femme. Et tu es resté là. Qu'est-ce que j'étais censé faire, siffla-t-il, sa voix montant de frustration. Commencer une dispute au milieu de sa fête de Noël ? Tu veux que je gâche Noël pour tout le monde à cause d'un manteau ? L'insensibilité de sa question me coupa le souffle. À cause d'un manteau ? Il pensait que c'était à propos d'un manteau. Il ne voyait pas que c'était une question de respect, de dignité, de son soutien, de notre équipe. Laisse tomber, Sarah, plaida-t-il, ses yeux me suppliant à nouveau. S'il te plaît, pour moi, juste pour ce soir. Essayons juste de passer la nuit. Je le fixai. L'homme que j'aimais. L'homme qui avait promis de m'aimer, de m'honorer et de me chérir. Et dans ses yeux, je vis la vérité. Il choisirait toujours le chemin de la moindre résistance. Il choisirait toujours la paix fragile de sa mère plutôt que mon cœur saignant. Passer la nuit signifiait laisser mourir ce morceau de mon âme, puis un autre à Pâques, et un autre à Thanksgiving, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de moi. Un calme glacial soudain m'envahit. L'oiseau martelant frénétiquement dans ma poitrine s'immobilisa. Tu as raison, dis-je. Ma voix était étrangement stable, complètement dénuée d'émotion. Il se détendit visiblement, un sourire soulagé commençant à effleurer ses lèvres. Il pensait avoir gagné. Il pensait que je cédais, comme toujours. Nous ne devrions pas gâcher Noël, continuai-je, en soutenant son regard. Puis je tournai les talons et m'éloignai de lui. Je ne suis pas allé dans un coin tranquille. Je ne suis pas allé au bar. J'ai marché droit vers la table près de la porte où j'avais laissé ma pochette. Je la ramassai, mes mouvements précis et sans hâte. Marc était toujours debout près de l'escalier, un froncement de sourcils confus remplaçant son sourire alors qu'il me regardait. Et Eleanor s'était retournée, sa conversation interrompue en me voyant filer droit vers la sortie. Je ne fis aucune pause.
Je ne regardai pas en arrière. J'atteignis la grande porte d'entrée, ma main se refermant sur la poignée en laiton froid. Je l'ouvris et une rafale d'air glacial de décembre me frappa le visage. C'était comme la liberté. Le son de la lourde porte en chêne se refermant derrière moi fut le son le plus satisfaisant que j'ai jamais entendu. C'était le point final d'un long et misérable chapitre. L'air glacial fut un choc après le manoir étouffant et surchauffé, mais il semblait pur. Il semblait réel. Un instant, je restai simplement sur la plus haute marche du porche ridiculement grandiose, ma robe de velours un piètre bouclier contre le vent mordant, et je respirais. Je respirais l'odeur du pain, de la neige et des gaz d'échappement, et ça sentait la raison. Je n'avais pas de clé de voiture. C'est Marc qui avait conduit. Je n'avais pas de manteau non plus. Le mien était toujours suspendu dans le vestiaire parfaitement organisé d'Eleanor. L'absurdité de la situation me fit presque rire. Je me tenais sur le perron d'un millionnaire en robe de créateur au milieu de l'hiver, sans argent, sans clé et sans moyen de rentrer chez moi. C'était une image pathétique, mais je ne m'étais jamais senti moins pathétique de ma vie. Je me sentais puissante. J'avais enfin cessé de jouer le jeu. La porte d'entrée fut violemment ouverte derrière moi. « Sarah, qu'est-ce que tu fous ?» C'était Marc. Sa voix était un murmure rauque teinté de panique. « Rentre à l'intérieur. Les gens commencent à nous regarder. » Je me tournai lentement pour lui faire face. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, encadré par la lumière dorée et chaude de la fête, une silhouette de ma frustration. « Non, dis-je, ma voix calme. » Le vent fouetta une mèche de cheveux sur mon visage, et je ne pris pas la peine de l'enlever. « Comment ça, non » bafouilla-t-il, sortant sur le porche avec moi. Il ne portait pas de manteau non plus, et il frissonna, s'enlaçant les bras. « Ne sois pas ridicule. Il gèle. Rentre. On en parlera plus tard. Il n'y a rien à discuter, Marc. Tu as parfaitement clarifié ta position là-dedans. Ne pas faire de scène. Laissez tomber. Tu veux juste que je passe la nuit. Eh bien, voilà comment je la passe. Je pars. » Son visage passa par la confusion, puis l'agacement, et enfin une sorte d'incrédulité blessée. « Partir ? Comment vas-tu partir ? J'ai les clés de la voiture. Tu vas appeler un taxi pour venir chez mes parents la veille de Noël ? As-tu la moindre idée de l'image que ça va donner ? Je me fiche de l'image que ça donne, dis-je. Et le plus fou, c'est que c'était vraiment le cas. L'opinion d'Eleanor, l'opinion de ses amis, tout le poids étouffant de leur jugement. Tout cela venait de disparaître. L'incident du manteau de fourrure avait été un cadeau bizarre et cruel. Il avait coupé le dernier fil de mon désir de leur approbation. C'est ton monde là-dedans, Marc. Toi, tu te soucies de l'image des choses. Moi, je commence à me soucier de comment les choses sont. Et comment sont-elles, Sarah ? Demanda-t-il, la voix s'élevant. Sont-elles si terribles que tu dois faire exploser toute notre famille un jour de fête ? Notre famille ? Je laissai échapper un petit rire amer. Ta mère vient de me traiter comme un meuble qu'elle peut commander. Et toi, mon mari, tu es resté là à regarder. Ce n'est pas une famille. C'est une monarchie, et on vient de m'informer que je ne suis même pas une citoyenne. Je suis du personnel. Il tressaillit comme si je l'avais giflé. Ce n'est pas juste. Ah non ? Dis-moi que j'ai tort. Dis-moi que tu m'aurais défendu si j'avais laissé tomber ce manteau et dit à ta mère ce que je pensais vraiment. Je fis un pas vers lui, mes yeux le fixant. Dis-moi que tu n'aurais pas passé la semaine suivante à me dire comment je t'ai embarrassé et comment je dois être la plus intelligente et m'excuser auprès d'elle. Il ouvrit la bouche, puis la referma. Le silence était sa réponse. C'était toute la confirmation dont j'avais besoin. Le froid commençait à s'infiltrer dans mes os, et je savais que je ne pouvais pas rester là toute la nuit à discuter. Je sortis mon téléphone. L'écran brillait dans l'obscurité. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-il, sa voix maintenant teintée d'une peur authentique. « J'appelle ma sœur, dis-je, mon pouce planant sur son contact. Elle viendra me chercher. »« Ta sœur ? Du centre-ville ? C'est à 45 minutes de route. »« Sarah, avec ce temps, rentre juste mettre ton manteau. On peut partir dans 1 heure. On trouvera une excuse. » Il négociait maintenant, essayant de trouver une solution qui impliquerait le moins de retombées publiques pour lui.
Il ne s'agissait jamais de moi. Il s'agissait de limiter les dégâts. Non, dis-je à nouveau, le mot semblant plus solide, plus juste à chaque fois que je le prononçais. Je ne remettrai pas les pieds dans cette maison ce soir, et ne t'inquiète pas pour mon manteau. Il pourra tenir compagnie au vison. J'appuyai sur le bouton d'appel. Ma sœur, Chloé, répondit à la deuxième sonnerie. Et, toi? Joyeuse veille de Noël. Comment ça se passe dans la fosse aux lions? Ma gorge se serra. Chloé, est-ce que tu peux venir me chercher? La gaieté dans sa voix disparut instantanément. Où es-tu? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas bien? Chez les parents de Marc. Je suis dehors. Je commençais à frissonner de manière incontrôlable, un mélange de froid et de la chute d'adrénaline. J'ai besoin de partir. J'arrive. Ne bouge pas. Je serai là aussi vite que possible. Passe-moi ton mari. Je tendis le téléphone à Marc. Elle veut te parler. Il le prit à contre-cœur. Chloé. Salut. Oui, elle est juste là. Non, il ne s'est rien passé. Elle surréagit un peu. Bien sûr qu'elle a un manteau. Il est à l'intérieur parce qu'elle ne veut pas rentrer le chercher. Sa voix était un murmure tendu, essayant d'empêcher les gens à l'intérieur d'entendre son humiliation. Il écouta un moment de plus, son visage devenant pâle. D'accord, très bien. Oui, j'attendrai avec elle. Salut. Il me rendit le téléphone, son expression sombre. Elle pense que je suis un monstre. Tu peux la blâmer, demandai-je doucement, en remettant le téléphone dans ma pochette. Nous restâmes là dans un silence misérable et chargé. Les bruits de la fête flottaient jusqu'à nous. Musique, rire, le fantôme de Noël passé, présent et futur, dont aucun ne m'incluait. Marc faisait les 100 pas, un animal en cage. Toutes les quelques secondes, il jetait un coup d'œil à la porte d'entrée, terrifié que sa mère sorte et assiste à cette scène. Je restais immobile, regardant les phares des voitures lointaines, priant ma sœur de se dépêcher. Après ce qui sembla une éternité, il arrêta de faire les 100 pas et me fit face. C'est ça, alors? Ça vaut le coup de tout faire exploser pour ça. 5 ans, Sarah? Tu vas jeter 5 ans de mariage à cause de la mauvaise humeur de ma mère? Ce n'était jamais juste une mauvaise humeur, Marc. C'était 5 ans de 1000 petites coupures. Ce soir, c'était juste celle qui m'a finalement fait me vider de mon sang. Il ne s'agit plus de ta mère. Il s'agit de toi. Il s'agit du fait que tu ne me feras jamais, jamais passer en premier. Juste à ce moment-là, une paire de phares tourna dans la longue allée sinueuse. Une Honda Civic déglinguée et familière. Une vision discordante et normale dans ce défilé de voitures de luxe allemandes. Chloé. Le soulagement m'envahit si intensément que mes genoux devinrent faibles. La voiture s'arrêta au bord du trottoir devant la maison, son moteur une intrusion bruyante dans l'opulence silencieuse. Je commençai à descendre les marches. Au revoir, Marc. Attends, cria-t-il, sa voix se brisant de désespoir. Il descendit les marches en courant après moi, m'attrapant le bras. Sarah, s'il te plaît, ne fais pas ça. Rentrons juste à la maison. On part tout de suite. On rentre à la maison et on discute. Je regardai sa main sur mon bras, puis son visage. Pour la première fois de la nuit, je vis autre chose que de la faiblesse ou de l'agacement dans ses yeux. Je vis une peur réelle. Il avait peur de me perdre. Une pathétique petite partie de moi ressentit une lueur d'espoir. Peut-être que c'était le réveil dont il avait besoin. Peut-être que c'était le moment où il comprendrait enfin. Puis, derrière lui, la porte d'entrée s'ouvrit de nouveau. Ce n'était pas l'un des invités. C'était Eleanor. Elle se tenait là, les bras croisés, son expression orageuse. Elle avait manifestement entendu l'agitation et était venue voir. Elle observa la scène, moi près de la voiture de ma sœur, son fils me suppliant dans l'allée, un spectacle public de déloyauté sur sa pelouse parfaitement entretenue, ses yeux, froids et furieux, rivés sur les miens. Puis elle déplaça son regard vers son fils, qui tenait toujours ma main. Sa voix, non plus douce et mélodieuse, trancha l'air froid de la nuit comme un éclat de verre. Marc, enlève tes mains de cette fille et rentre immédiatement dans cette maison. Ce n'était pas une demande. C'était un ordre, délivré avec la certitude absolue d'un général ordonnant à un subordonné.
L'air crépita. Marc tressaillit comme s'il avait été frappé, sa tête se tournant brusquement vers sa mère. Sa main, qui avait serré mon bras avec tant de désespoir un instant auparavant, se détendit. Il ne lâcha pas complètement, mais la pression avait disparu. C'était une marionnette dont les ficelles venaient d'être tirées par son maître. J'observais son visage. Je vis le conflit, la guerre qui se jouait dans ses yeux. D'un côté, il y avait moi, sa femme, frissonnant dans le froid, mon visage pâle de blessure et de détermination. De l'autre, sa mère, une figure formidable d'autorité et de conditionnement à vie, se tenant sur son porche comme une reine exigeant l'allégeance. Pendant une seconde folle et pleine d'espoir, je pensais qu'il pourrait me choisir. Je pensais qu'il pourrait enfin se tourner vers elle et dire « Non, c'est ma femme. Je pars avec elle. » Mais le moment s'étira. Il s'étira en une éternité d'indécision. Il regarda son visage, puis le mien, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson. Il était paralysé. Et dans sa paralysie, il fit son choix. Une non-décision est toujours une décision. Il choisissait de ne rien faire, de laisser passer le moment, de laisser son commandement flotter dans l'air sans être contesté. Ma sœur Chloé, jamais du genre subtil, coupa le moteur de sa voiture et sortit en claquant la portière. Le son résonna dans le silence glacial. Elle contourna l'avant de la voiture et vint se tenir à côté de moi, une petite protectrice féroce dans un manteau d'hiver bouffant. Elle regarda Eleanor sur le porche, puis la main de Marc toujours lâchement enroulée autour de mon bras, et enfin mon visage. « Lâche-la, Marc, dit Chloé. » Sa voix était basse et dangereusement calme, un contraste frappant avec l'ordre strident d'Eleanor. Marc lâcha finalement ma main comme si mon bras était soudainement devenu brûlant. Il fit un demi-pas en arrière, créant un espace physique entre nous qui ressemblait à un gouffre. Il n'était plus de mon côté de la ligne. Il était dans le no man's land, pris entre les deux forces opposées de sa vie. Et Eleanor vit sa victoire. Un mince sourire triomphant effleura ses lèvres. Marc rentra à la maison. Nous avons des invités. Ne permets pas que ce mélodrame perturbe davantage la soirée. Elle ne me regarda même pas en disant « mélodrame », mais le mot était une fléchette empoisonnée visant directement mon cœur. « Vas-y, Marc, dis-je doucement, ma voix. » Je ne le regardais pas. Je regardais sa mère. Je voyais avec une clarté parfaite mon avenir. Un avenir de Noël, de Pâques et d'anniversaire passé à être sapé, insulté et traité comme un appendice gênant pour son fils parfait. Un avenir avec un mari qui resterait les bras croisés et laisserait faire, puis s'excuserait dans la voiture sur le chemin du retour. « Sarah » murmura-t-il, sa voix pleine d'une misère qu'il s'était entièrement infligée. « Va » répétai-je, un peu plus fort cette fois. « Elle t'appelle. » Chloé passa un bras protecteur autour de mes épaules. La chaleur de son corps à travers son épais manteau était la première vraie chaleur que je ressentais de toute la nuit. « Nous partons » dit-elle, sa voix ferme, ne laissant aucune place à la discussion. Elle commença à me guider vers le côté passager de sa voiture. Je jetai un dernier regard à mon mari. Il se tenait seul dans l'allée, illuminé par les phares de la voiture de ma sœur, l'air complètement perdu. Il ressemblait à un petit garçon pris entre deux parents en guerre. Mais il n'était pas un garçon. C'était un homme adulte, un homme qui m'avait fait un vœu qu'il venait de rompre irrévocablement sur la pelouse du manoir de sa mère. L'amour que je ressentais pour lui était toujours là, un membre fantôme profond et douloureux, mais il était mêlé à une déception profonde et sans fond. Je montai dans la voiture de Chloé. L'intérieur était un désordre de vieilles tasses à café et de poils de chien, mais il ressemblait à un sanctuaire. Chloé monta du côté conducteur, démarra le moteur et mit le chauffage à fond. Elle ne dit rien, se contentant de se pencher et de me serrer la main. Alors que nous nous éloignions, je regardai Marc dans le rétroviseur. Il resta là, à nous regarder partir, jusqu'à ce que sa mère dise à nouveau son nom, de façon sèche et impatiente. Il se tourna, les épaules affaissées de défaite, et remonta lentement les marches pour rentrer dans la maison. La lourde porte en chêne se referma, et la lumière dorée disparut. Il était parti. Il avait choisi. Il était retourné à la fête. Le trajet fut principalement silencieux. La chaleur des bouches d'aération dégela lentement mes membres gelés, mais la glace au fond de mon estomac demeurait. Chloé me laissa tranquille, me jetant de temps en temps un regard inquiet. Quand nous fûmes à environ 10 minutes de son appartement, mon téléphone, qui était resté éteint sur mes genoux, s'alluma. C'était un SMS de Marc.
Mon cœur fit un bond stupide et douloureux. Je suis tellement désolé, disait-il. C'est un cauchemar. Je t'aime. S'il te plaît, reviens. On peut arranger ça. Un autre SMS arriva une seconde plus tard. Maman est furieuse, mais on peut arranger les choses. Dis-moi juste que tu reviendras. Arranger les choses. Il n'avait toujours pas compris. Il pensait que c'était un pli à repasser, un incident diplomatique qui pouvait être résolu avec des excuses creuses et la promesse de faire mieux la prochaine fois. Il ne comprenait pas que le tissu lui-même était déchiré au-delà de toute réparation. Je ne répondis pas. L'appartement de Chloé était petit, confortable et chaud. Son terrier débraillé, Buster, nous accueillit à la porte avec des jappements frénétiques et joyeux. Chloé me prépara une tasse de thé avec beaucoup trop de miel, exactement comme je l'aime, et m'installa sur le canapé, m'enveloppant dans un épais afghan que sa grand-mère avait tricoté. Je restais assise là, engourdie, fixant le vide pendant qu'elle s'affairait. Mon téléphone vibra encore et encore. Des SMS de Marc, passant de suppliant à paniquer, puis un appel. Je le laissai aller sur la messagerie vocale, puis un autre. Tu devrais probablement l'éteindre pendant un moment, dit Chloé doucement, en me tendant la tasse fumante. Je hochai la tête et mis mon téléphone en silencieux, le posant face contre table sur la table basse. Le silence était un soulagement. Je pris une gorgée de thé. La douceur était un petit réconfort. Pour la première fois, les larmes qui étaient gelées en moi commencèrent à fondre. Elles montèrent à mes yeux et coulèrent sur mes joues, chaudes et silencieuses. Chloé s'assit à côté de moi, passa son bras autour de moi à nouveau, et me laissa simplement pleurer. Je pleurais mon mariage raté, l'homme que je pensais connaître, et la femme qui avait passé 5 ans à se faire de plus en plus petite pour s'intégrer dans un monde où elle n'avait jamais été désirée. Après un long moment, les larmes se calmèrent, me laissant vidé et épuisé. J'ai dû m'endormir sur son canapé. Quand je me suis réveillé, la première lumière grise du matin de Noël filtrait à travers les stores. Mon téléphone était sur la table basse où je l'avais laissé. Il clignotait de notifications, au moins une douzaine d'appels manqués de Marc, plusieurs de son père, et à ma surprise, un d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Un nouveau SMS était sur l'écran. Ce n'était pas de Marc. Mon sang se glaça quand je vis le nom. C'était Délé Lanard. Je n'avais aucune idée de comment elle avait eu mon numéro. Ma main tremblait en déverrouillant le téléphone pour le lire. Tu as commis une erreur catastrophique. Tu as humilié mon fils et tu as manqué de respect à cette famille pour la dernière fois. J'espère que tu es contente de ce que tu as fait. Au fait, j'ai trouvé ton manteau. Il semblait un peu simple, alors je l'ai amélioré. Je l'ai fait envoyer par coursier. Il devrait arriver ce matin. Joyeux Noël. Une angoisse froide, plus lourde et plus terrifiante que tout ce que j'avais ressenti la veille, m'envahit. Une amélioration. Que pouvait-elle bien vouloir dire ? Juste à ce moment-là, le buzzer de l'appartement de Chloé retentit dans la pièce silencieuse, me faisant sursauter. Chloé sortit de sa chambre en traînant les pieds, se frottant les yeux. Qui diable est-ce à cette heure-ci ? Elle appuya sur le bouton de l'interphone. Bonjour. La voix d'un homme, professionnel et détaché, crépita dans le haut-parleur. Service de coursier. J'ai une livraison pour une Sarah Sterling. Mon cœur martela si fort contre mes côtes que je pensais qu'il pourrait les briser. Un coursier. À l'aube, le matin de Noël. Chloé me regarda, son expression un mélange de confusion et d'alarme. Une livraison pour toi, ici ? Je ne pouvais pas parler. Je hochai simplement la tête, les yeux écarquillés par une terreur spécifique et nommable. Je savais avec une certitude absolue ce qu'il y avait dans cette boîte. C'était une menace, une démonstration de force, un dernier coup de poignard cruel asséné avec le style passif-agressif caractéristique d'Délé Lanard. Chloé lui ouvrit. « Qu'est-ce que c'est, Sarah ? Qu'est-ce qui se passe ? » « C'est mon manteau, murmurai-je, ma voix à peine audible. Celui que j'ai laissé chez elle. Quelques instants plus tard, on frappa à la porte. Chloé ouvrit et découvrit un coursier en uniforme tenant une grande boîte à vêtements plate. Il avait l'air épuisé. Après une signature rapide, Chloé prit la boîte et la porta à l'intérieur, la posant sur le sol au milieu de son petit salon. Elle était d'un blanc éclatant, scellée avec du ruban adhésif, totalement anonyme, à l'exception de l'étiquette d'expédition portant mon nom. Pendant une longue minute, nous la fixâmes toutes les deux.
Elle ressemblait à une bombe. Chloé s'agenouilla finalement. D'accord, voyons voir ce que la méchante sorcière a fait. Ce n'est probablement rien. Elle fait juste son cinéma. Mais sa voix manquait de conviction. Elle coupa le ruban avec une clé et replia les rabats en carton. À l'intérieur, niché dans un lit de papier de soie, se trouvait mon manteau. C'était un simple et élégant manteau de laine noire pour lequel j'avais économisé pendant des mois, ma seule et unique belle pièce de vêtement d'extérieur. Mais il n'était plus simple. Étalé dans le dos, dans ce qui semblait être une peinture rouge sans criarde, se trouvaient 2 énormes lettres grossièrement peintes, GS. Il m'a fallu une seconde pour comprendre. GS, good servant, bonne servante. Chloé halta, sa main volant à sa bouche. Oh mon Dieu, elle n'a pas fait ça. Mais elle l'avait fait. C'était si enfantin, si incroyablement mesquin, et pourtant si profondément et douloureusement cruel. C'était sa façon d'avoir le dernier mot, de me marquer. Elle avait pris quelque chose qui m'appartenait, quelque chose que j'estimais, et elle l'avait dégradé, le transformant en un symbole de mon humiliation. Ce n'était pas seulement une insulte. C'était une déclaration qu'elle pouvait toucher mes affaires, envahir ma vie et me marquer comme bon lui semblait. Je m'effondrais sur le canapé, un étrange calme vide s'installant en moi. Les larmes avaient disparu. Le choc avait disparu. À leur place, il y avait une clarté si vive qu'elle ressemblait à un objet physique dans ma poitrine. C'était la preuve. C'était la dernière pièce à conviction indéniable qu'il n'y avait rien à sauver. Marc ne pouvait pas arranger ça. Il ne pouvait pas dire que sa mère était juste stressée. C'était un acte de malveillance calculé. C'est ça, dis-je, ma voix plate. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Je pris mon téléphone. Il vibrait encore par intermittence. J'ignorais les appels de Marc et de son père et allais directement à mes contacts. Je fis défiler la liste et trouvai le numéro d'un avocat spécialiste du divorce qu'une amie m'avait recommandé des mois auparavant lors d'une dispute particulièrement violente avec Marc. Je l'avais enregistré en plaisantant à moitié, sous le nom de contact, à briser en cas d'urgence. La vitre était brisée. Alors que je regardais le numéro, une idée commença à se former dans mon esprit. Une idée folle et audacieuse. Hélène Lanard pensait avoir gagné. Elle pensait m'avoir réduite à une blague. Une servante marquée qui s'enfuirait en rampant de honte. Mais elle s'était trompée. Elle ne m'avait pas brisé. Elle m'avait libéré. Et elle venait de me donner l'arme parfaite. Chloé, dis-je, une nouvelle énergie dans ma voix. Tu as toujours cet ami qui travaille pour le blog de potins de la ville. Les yeux de Chloé s'écarquillèrent alors qu'elle commençait à comprendre. Un sourire lent et malicieux s'étala sur son visage. Oh oui, et elle me doit une faveur. Les heures qui suivirent furent un tourbillon d'activité. Chloé passa l'appel. Je pris une photo de haute qualité du manteau avec mon téléphone, en m'assurant que les vilaines lettres rouges étaient parfaitement claires. J'écrivis une déclaration courte et concise. Je n'ai pas enjolivé. Je n'en avais pas besoin. J'ai simplement dit la vérité. J'ai décrit avoir été l'invité au domicile d'une famille locale éminente, la famille Sterling, dont le patriarche était un promoteur immobilier bien connu. J'ai décrit comment la matriarche, Hélène Lanard Sterling, m'avait jeté un manteau de fourrure et m'avait ordonné de le suspendre. J'ai décrit mon départ et j'ai décrit avoir reçu mon propre manteau ce matin-là, amélioré avec les lettres GS pour goût de servant. J'ai joint la photo. L'ami de Chloé, sentant l'odeur du sang un jour de fête pauvre en actualité, publia l'article en moins d'une heure. L'explosion fut immédiate et spectaculaire. À midi, l'histoire était en tête du blog. À 15 heures, elle avait été reprise par un média local plus important, les réseaux sociaux. La photo du manteau était partout. Mon téléphone, que j'avais finalement rallumé, était un flux constant de notifications, de messages de soutien d'amis, d'anciens collègues, de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années. L'histoire était devenue virale dans les cercles sociaux de notre ville. Et Hélène Lanard, qui se souciait plus des apparences que de toute autre chose au monde, était au centre de tout cela. Vers 16 heures, Marc se présenta à l'appartement de Chloé. Il frappait à la porte en hurlant mon nom. Il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis une semaine. Ses cheveux étaient en désordre. Ses yeux étaient injectés de sang. Et il portait toujours les vêtements de la fête. Chloé entr'ouvrit la porte, lui barrant l'entrée. « Elle ne te parle pas, Marc, dit-elle, sa voix glaciale. J'ai besoin de la voir,
plaida-t-il, sa voix se brisant. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Ma mère, les gens appellent à la maison. Son conseil d'administration de Charité tient une réunion d'urgence. Les partenaires commerciaux de mon père l'appellent. Tu dois retirer ça, Sarah. S'il te plaît, tu es en train de la détruire. Je m'approchai de la porte et me tins derrière ma sœur. Je regardais le visage paniqué et brisé de mon mari. Elle s'est détruite elle-même, Marc, dis-je calmement. Tout ce que j'ai fait, c'est allumer la lumière pour que tout le monde puisse voir ce qu'elle faisait dans le noir. C'est ce qu'elle est. C'est la femme pour qui tu m'as demandé de laisser tomber. La femme que tu as choisie à ma place. Je ne l'ai pas choisie. Je t'aime, s'écria-t-il. Non, tu n'as pas choisi, convins-je. Tu n'as choisi personne. Tu es juste resté là, sans rien faire, et c'était un choix. Au revoir, Marc. Sur ce, Chloé et moi fermâmes la porte et la verrouillâmes. Nous l'écoutâmes plaider et crier pendant encore 10 minutes avant qu'il n'abandonne finalement et ne parte. Ce ne fut pas facile après ça. Le divorce fut compliqué, principalement parce que les Sterling se sont battus à chaque étape, essayant de me dépeindre comme une menteuse vengeresse. Mais j'avais la photo, et j'avais mon histoire. La vérité était mon bouclier. L'humiliation publique fut une blessure dont Eleanor Sterling ne se remettrait jamais. Elle perdit son siège dans 2 prestigieux conseils d'administration de Charité et devint une paria locale. Son monde de perfection soigneusement construit avait été brisé par une bombe de peinture rouge et une femme qui en avait finalement eu assez. J'ai emménagé dans un petit appartement à moi. J'ai commencé à reconstruire ma vie, morceau par morceau. Il y a eu des nuits de solitude et des moments de doute. Mais il n'y a jamais eu de regrets. Chaque fois que les bons côtés de Marc commençaient à me manquer, je me souvenais de lui, debout dans cette allée, paralysé par la voix de sa mère, et le sentiment passait. Quelques mois plus tard, alors que je promenais Buster pour Chloé, je suis passé devant une boutique de dépôt-vente. Dans la vitrine, sur un mannequin, se trouvait la plus belle robe en velours vert émeraude que j'ai jamais vue. Elle me rappelait celle que j'avais portée ce soir-là, l'armure qui n'avait pas réussi à me protéger. Mais en la regardant maintenant, je ne ressentais ni honte ni douleur. Je ressentis une vague de force. Cette nuit-là n'était pas ma défaite. C'était ma libération. Je suis entré dans la boutique, un vrai sourire aux lèvres pour la première fois depuis longtemps. Et j'ai acheté la robe. Je n'avais aucune idée d'où je la porterais, mais je savais, avec une certitude ancrée au plus profond de mes os, que peu importe où j'irais ensuite, j'irais en tant que moi-même, pas en tant que servante, pas en tant que projet, et pas en tant que l'épouse de qui que ce soit. Juste moi. Et pour la première fois depuis très, très longtemps, c'était plus que suffisant.